J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. Tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. Tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Hervé Akam, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir Technique, bonsoir aussi au Véran, bonsoir aussi aux éditeurs qui nous écoutent religieusement tous les vendredis. Et je m'excuse un peu pour le vendredi parce que, comme tu l'as expliqué, j'avais pas... j'étais un peu très occupé. Oui, à Saint-Mélimin. Oui, j'étais à Saint-Mélimin, donc j'ai pas pu venir faire l'aller-retour qu'il fallait pour ça. Donc, mes excuses aux éditeurs. Alors, vous avez de quoi vous rattraper, le livre Le travail des morts, une histoire culturelle des dépôts immortels, un livre de Thomas Laqueur. Il faut dire que, puisque vous étiez à Saint-Mélimin, Les morts, le citoyen de la nation, l'ambiguïté d'un monument, Paul Biya à l'entrée de la ville de Saint-Mélimin interpelle. Quand l'enchantement historique d'un monument destiné à un président encore en vie précède l'enchantement transcendantal. Alors, finalement, que peut nous inspirer ce monument que vous avez vu en allant là-bas? Ben oui, disons, c'est vendredi dernier. Bon, c'est vrai que c'est... il faut dire que le monument frappe déjà par son architecture. Hein. Je sais que ça fait une architecture un peu moderne. Ça ressemble aussi, bien entendu, à ce qu'on a vu pendant en Égypte, c'est-à-dire quand on transformait des musées en temples, ou bien si vous voulez, quand on transformait des temples en musées, vice-versa. Oui. C'est quand même beau, c'est bien placé, placé un peu hors de la ville. Vous savez, je suis de la ville, je suis de Saint-Mélimin. Et ça se trouve du côté un peu de Founassi. Et moi, j'ai été un peu frappé par ce monument, parce que je ne m'entendais pas qu'on érige un monument alors que le président est encore vivant. Oui, ça c'est quelque chose qui me frappe. Parce que moi, en tant qu'historien des mentalités, c'est-à-dire celui qui étudie l'attitude de la vie et de la mort, quand on érige un monument à quelqu'un qui... C'est peu ordinaire. Oui, c'est la première fois que j'entends parler. C'est la première fois que je vois aussi un monument érigé au nom du président de la République, surtout en ces temps... un peu où président à un certain âge et où cet endroit-là peut... En même temps, vous savez, quand on parle un peu de ce type d'espace dans l'histoire des mentalités, vous avez trois aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect transcendantal, c'est-à-dire ça vous apporte un peu de l'enchantement. Regardez un peu quand vous allez voir le musée où Aïdjo a vécu, hein, il y a une sorte d'enchantement, comment dire ça, historique. Parce que c'est le monsieur qui a été président de la République pendant un certain moment. Et désormais, on est fiers de marcher sur ses pieds. Bien entendu, les gens, ceux qui ont aimé ce monsieur, évidemment, quand ils rentrent, hein, c'est avec ces bouffées d'oxygène qui vous secouent, hein, parce que c'est là où le président a vécu. Donc, il y a un, comment dirais-je, un enchantement vraiment historique. Et puis, il y a aussi des enchantements transcendantaux. Par exemple, quand vous êtes dans ce lieu où, disons, un grand homme est mort comme Oumniobé, ou je sais pas, comme d'autres en Europe, etc., sont morts, Tchenkata Diop, etc. Oui. Puisque ces gens-là sont pris comme des demi-dieux. Alors, il y a comme, s'il n'avait pas été là, on l'aurait aussi loué, comme si on louait Dieu. Alors donc, ça a une sorte d'enchantement transcendantal, ça existe, et ça existait dans l'histoire romaine, dans l'histoire grecque, etc. Et puis, vous avez aussi d'autres enchantements, comme on a vu à Saint-Mélimin, où, à mon avis, c'est beaucoup plus un enchantement politique.
politique. Oui, c'est beaucoup plus politique qu'autre chose. Donc, la plupart des gens, effectivement, qui ont voulu élever ce monument à l'endroit du président, je crois que c'était beaucoup plus politique qu'autre chose. Et donc, je crois que peut-être dans des années à venir, dans notre spectre politique, on va commencer à avoir des monuments destinés aux gens qui vivent encore. Et ça, bon, c'est une curiosité. Peut-être nous, les historiens des mentalités, on va peut-être commencer à étudier cette forme un peu d'hommage rendu à quelqu'un qui est encore vivant. Et c'est dommage. Et on a aussi vu pour un footballeur camerounais une statue érigée à Yaoundé en son nom. Est-ce que c'est finalement l'effet de mode? Bon, disons, si, pour moi, si le footballeur représente une légende, et si cette légende est morte, c'est-à-dire la personne est morte, vous avez... Malheureusement, elle est encore vivante. Hein. Alors ça, c'est toujours dans le même enchantement. Vous allez dire, heureusement, elle est encore vivante, parce que là, j'ai dit mal. Oui, bon, alors, mon problème, c'est quoi? C'est que nous qui étudions un peu l'histoire des mentalités, là, vous avez des aspects dans cette la définition un peu de ce type de monument. Vous avez, est-ce que en réalité on voulait récupérer un peu l'âme? Vous savez, dans tout, chaque fois quand il y a des morts d'hommes, quand on va enterrer quelqu'un, c'est souvent, par exemple au Moyen-Âge, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on clouait un peu le cercueil avec des grosses pierres, avec des cailloux, etc., pour que l'âme ne s'échappe pas. Parce qu'on disait que si l'âme s'échappe, effectivement, si elle est maudite, si elle ne représente pas, elle a des relents de malchance, comme on dit chez nous, cette âme risque d'éteindre par sa qualité, sa mauvaise qualité, sur la descendance. En revanche, quand c'est une âme un peu joyeuse, comme on disait à l'époque, c'est pas pour rien qu'on a eu ce qu'on appelait les saints. Si c'est une âme sainte, mais vivante, bien entendu, bon, pourquoi pas. Mais en réalité, je crois qu'on assiste un peu à un phénomène de démagogie, de plus en plus, et surtout par des politiciens, peut-être parce qu'il y a de l'argent à gagner dans cette affaire, c'est pourquoi petit à petit on commence à ériger des statues, des choses qui sont vivants. Et alors, le livre le travail des morts de Thomas Laqueur nous parle à plus d'un titre quand même. Oui, bien entendu, parce que, vous savez, quand on étudie un peu Cheikh Anta Diop quand même, à travers son livre « Civilisation et barbarie ». Alors, moi, j'ai bien aimé Cheikh Anta Diop, même si je peux faire des critiques à son endroit, à savoir qu'à partir du moment où il a découvert la civilisation égyptienne, c'était par les grands travaux, par tout ce qu'il y avait de merveilleux dans ce monde-là, c'est-à-dire les aqueducs, les pyramides, la santé, enfin les soins de santé, les trépanés, qui avaient la physique même, où Motunde l'a bien expliqué. Mais moi, je pense qu'on aurait aussi tout aussi bien trouvé l'origine de la civilisation par la mort. Pourquoi je le dis? Parce que vous savez, quand vous mourrez, depuis les vieilles traditions africaines, on prend soin de votre corps. Oui, on prend soin. Les Africains ont toujours pris soin du corps des gens. Par exemple, en Égypte, il y a eu l'embaumement, on embaumait les gens. Et ensuite, vous avez aussi une tradition qui est très européenne. C'est pourquoi on marque un peu cette différence entre la civilisation et la barbarie. Vous savez, par exemple, Diogène, le chien, le fameux philosophe chien, qui prétendait que le corps, c'est juste, comment dire ça, des trous par lesquels passent les nerfs, c'est juste la chair, c'est juste des os, etc. Rien de plus. Oui, rien de plus. Alors, c'est ce qu'il disait, c'est un organe matériel. Donc, cet organe, on peut le jeter par-dessus le mur. Et puis, les chiens peuvent le manger tranquillement. C'était, à l'époque, une philosophie née un peu de la déconsidération un peu du corps. C'est-à-dire que le corps ne représentait pas grand-chose. Le corps était complètement désincarné. Et donc, vous avez donc cette opposition-là entre la civilisation, effectivement, que Cheikh Anta Diop découvre, sauf qu'effectivement, il oublie un peu les corps par les soins que les Africains apportaient déjà au corps. Ça, c'est la différence. Donc, d'où l'importance un peu du corps, en tant qu'un instrument qui permet effectivement de comprendre le monde d'aujourd'hui. Parce que si vous avez par exemple, on parle un peu du droit privé aujourd'hui,
grâce au corps. Pourquoi? Parce que dans les cimetières, au Moyen-Âge, même en Afrique, vous savez, les cimetières étaient hiérarchisés. C'est-à-dire il y avait des cimetières pour les riches, il y avait des cimetières pour les pauvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai qu'il n'y avait pas, on peut pas la classification un peu radicale. Mais vous avez, par exemple, des gens qui recevaient la prédestination, c'est-à-dire des élus. Oui, qui étaient enterrés peut-être dans des panthéons, voilà, la différence, bien entendu, pour leur impact dans la marche de la République ou du pays ou de la communauté. Bien entendu, donc c'est ça, c'était hiérarchisé, donc ce qui fait que vous avez eu sur ce droit foncier, il y avait des gens qui étaient éligibles à être enterrés dans des églises, d'autres dans la forêt, etc. Donc, je crois que ce corps-là a montré un peu, et à l'origine un peu du droit privé, en réalité. Il est aussi à l'origine aussi, comment on peut appeler ça, du droit foncier. Parce qu'à l'époque, on disait que, comme ça se passe aussi en Afrique aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous êtes né quelque part, c'est là où on vous enterre. Vous avez souvent des querelles interminables dans des familles qui veulent enterrer leurs défunts à Yaoundé, alors qu'ils ne sont pas originaires de Yaoundé, ça pose le problème. Le même problème se posait hier, à travers des discussions entre ce qu'on appelle le droit coutumier et le droit ecclésial, c'est-à-dire l'Église avait son mot à dire. Voilà, quand vous regardez un peu tout ce qui a été érigé ici en Volier, comme cimetière. Effectivement, ces cimetières-là, à l'époque, ce qui était enterré, effectivement, c'était les ouailles, c'était des gens qui étaient pour l'église. Donc, ils se disaient, bon, à côté de l'église, peut-être qu'ils sont en dessin, ou alors ils auront l'ancien de Dieu. Donc, en réalité, il y a toute une culture, une histoire culturelle, des dépouilles, finalement. Bien entendu, puisque vous savez, le problème de la culture, parce que vous avez deux choses, la nature et la culture. La nature, c'est que normalement, il faut qu'en Corse soit enterré. Maintenant, la culture, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où vous avez chez les vivants une pensée de la mort. Par exemple, quand vous faites des éloges, les éloges, lorsque quelqu'un est mort, ça veut dire qu'on pense à ces morts-là. Et c'est très important pour nous, les Africains, dont les spiritualités reposent un peu sur les ancêtres. Donc, on se dit que c'est un début d'une autre existence, pas forcément la vie, d'une autre existence. Bien entendu, c'est vrai que le problème de l'au-delà se pose quand même en Europe aussi. Même si nous, on n'a pas posé ce problème comme les Européens le posaient à l'époque, où on disait, bon voilà, vous avez deux choses, vous avez le purgatoire, qui est un réfugié, un réfugié pour les morts, mais aussi en même temps un lieu temporaire. C'est-à-dire que si vous passez un peu le purgatoire, vous allez au paradis. Vous avez, c'est vrai que ce phénomène n'a pas été très développé en Afrique, enfin à travers les discussions, parce que quand on lit un peu même Cinquante Diop, on n'a pas beaucoup développé cette idée, mais en Europe, il y a eu cette idée qui s'est développée à travers des débats entre le droit ecclésial et puis bien entendu tout ce qui représentait les anti-cléricaux. Vous avez par exemple les Voltaire, vous avez Hume, vous avez Leibniz, c'était le fameux le monsieur qui s'occupait vraiment des corps, dont la réputation est connue. Alors donc c'est ça, là où il y a eu des débats en Europe, chez nous il n'y a pas beaucoup eu. Et c'est pourquoi souvent on est un peu sceptique souvent quand on parle un peu de l'ancestralité africaine, parce qu'on a l'impression qu'on n'a que des, comment dire ça, des vérités révélées aussi, c'est-à-dire des découvertes révélées, pas des vérités, des découvertes révélées. Et ça fait un peu désordre, un peu, parce qu'une pensée a besoin de dialectique, de trouver effectivement où se trouve la vérité, où se trouve la post-vérité, c'est-à-dire cette vérité-là, est-ce qu'elle est vraiment contrôlée par des scientifiques, est-ce qu'elle est contrôlée par les États, etc. Donc ça pose aussi un problème de ce genre-là. Il est important de retenir qu'il n'y a pas forcément de divergence, mais il y a toute une culture, une histoire culturelle autour de la mort et même un travail. Bien entendu, oui. Pourquoi ce travail? Oui, parce que ça représente quoi? Vous savez, à partir du moment où on prend un corps, un cadavre par exemple, une dépouille mortelle, qu'on la dépose par exemple dans un panthéon, ça fait de vous un élu de la nation. Comme on parle, comme le christianisme parlait de prédestination. Quand on prend par exemple un corps, qu'on l'arrache à l'église et qu'on le remette un peu comme on fait à Volier, où vous avez effectivement des corps qui reposent en Volier. Et ça fait de vous un citoyen, parce que soyez en sens politique,
en littérature, on parle beaucoup de citoyenneté. Et la citoyenneté part de là, c'est-à-dire à partir du moment où la propriété du corps maintenant revient au municipal, c'est-à-dire à l'église contrôlée par, disons, aux terres contrôlées par l'État, contrôlées par la municipalité. Donc ça peut être, vous, un citoyen, donc vous voyez que dans tout ce parcours, dans toute la trajectoire du corps, le corps subit un peu connaît un peu toutes ces notions, que ce soit la notion de métaphysique, la notion de droit, la notion de philosophie, la notion de psychologie, enfin un peu tout là-dedans. Merci Éveil Akam pour ce livre. On rappelle que à la fin du mois, on va se retrouver pour parler du livre de Florian, de la géopolitique en Amérique. Merci. Oui, je crois qu'il faudra. On va revenir un peu sur la géopolitique parce que, vous savez, moi je pense les Américains sont en train d'être battus aujourd'hui en Ukraine. Et on va mieux développer. Merci bien. Romia Lekoumé était à la mise en onde ce soir. Coordination éditoriale, une affaire des Bella Samari. Coordination centrale, Jean-Patient Tala. Supervision générale, le reverend pasteur Bissaï Emmanuel Noël. Présentation, Jean-Jacques Foucault. Merci à Juliette Dorian Gabidjo, ainsi qu'à Eve Akam. On se dit simplement à vendredi prochain, 20h sur Royal FM. Heureusement, je vous laisse pas seul. Et Boilamé Mikado est déjà installé. Il vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Minute pile. Et Boilamé Mikado, bonsoir et bienvenue. Merci Jean-Jacques Foucault, toujours avec le même enthousiasme. Oui. Voilà, pour servir les auditeurs. Allez, bonsoir également à ces auditeurs.